C'est l'heure de la petite devinette matinale. Vous avez le droit de jouer à la maison. En plateau, je compte sur vous. Quel est le point commun entre mon stylo, mon téléphone, une voiture, éventuellement un ordinateur aussi? Waouh. Aucune idée. Facile. Séché, Ah, docteur? le plastique. Le plastique, oui. effectivement. Il y a du plastique dans tous ces objets qu'on utilise au quotidien. Et eh bien, on vous en parle parce que depuis hier, il y a près de 200 pays qui sont réunis à Genève pour tenter de trouver un accord pour limiter la pollution plastique. Alors, à quel point c'est un fléau dans nos vies, pour notre santé? Et est-ce qu'on peut vraiment totalement se passer du plastique? On va s'interroger. Bonjour Lisa Pastor. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous êtes chargée de plaidoyer pour Surfrider Europe, spécialisée sur les enjeux océaniques. Vous étiez d'ailleurs à Genève hier pour l'ouverture du sommet sur la pollution plastique. On l'a dit, le plastique est partout, on l'a bien compris avec Lucie. On en ingère même parfois sans s'en rendre compte. Pourquoi, peut-on rappeler, pourquoi c'est un problème aujourd'hui, cette surconsommation du plastique ? Non, c'est un problème et vous l'avez rappelé, on en a tout autour de nous, on en a aussi dans les vêtements qu'on porte et on en a à l'intérieur de nos corps. C'est-à-dire que dans nos organes, on a des traces de plastique dans le cerveau humain, dans les poumons, dans le placenta. Donc c'est un problème de santé publique déjà et c'est aussi un fléau environnemental. On l'a vu avec les impacts sur la biodiversité, sur les animaux marins et ça a des impacts donc sur la crise de la biodiversité mais aussi la crise climatique puisque produire du plastique, ce n'est pas sans émissions de gaz à effet de serre. On peut peut-être rappeler d'où vient le plastique. C'est quoi le plastique? C'est à 99% du plastique, c'est des énergies fossiles. Et on le voit très clairement à pétrole, Genève. par exemple. Bien sûr. Et on en consomme beaucoup finalement du plastique, nous ou pas en France? Est-ce qu'on a une idée de la quantité de plastique que chaque Français utilise aujourd'hui? Ou c'est difficile à mesurer? Alors, on a des estimations. L'image qui revient souvent, c'est la carte de crédit qu'on ingérerait, donc l'équivalent de 5 grammes par semaine. Maintenant, on en a dans l'air, on en a vraiment tout autour de nous, ce qui est difficile justement à estimer. Il y a pourtant des actions positives, on peut y revenir, avec en France, il y a 10 ans, l'utilisation des sacs en plastique qui a fortement réduite, divisé par 4. Est-ce que ça, c'est déjà un pari réussi ou est-ce que c'est loin, très loin d'être suffisant à vos yeux? Alors déjà, quand le plastique arrive dans l'environnement, il ne va pas se dégrader. C'est un processus qui prend des décennies. Donc, on en retrouve encore aujourd'hui dans les collectes qu'on organise par Surfrider. Donc un plastique, c'est un plastique de trop. C'est ça. Et les lois qu'on a en France, on a une loi, la loi AGEC, qui est passée donc il y a 5 ans, sont très peu appliquées finalement. Donc il est encore possible de trouver dans le commerce de la vaisselle plastique à usage unique, des pailles en plastique, des sacs en plastique. Je pense que tout le monde peut encore le voir. Et on le voit aussi sur nos plages où on a encore des mégots. On est entouré de ça. On le verra sûrement cet été à la plage, qui contiennent donc un filtre en plastique. On voit beaucoup de plastique, mais on a quand même l'impression que chez les commerçants, c'est une des lois qui a été appliquée. C'est juste une fausse impression, visible, en fait. parce qu'elle est très visible. L'autre chose qui est très visible, et vous allez me dire si ça sert à quelque chose, c'est quand on a une bouteille en plastique, vous savez, il y a le capuchon, maintenant il est accroché. Est-ce que ça, c'est aussi une mesure qui est efficace pour éviter que le bouchon, on le jette un peu de partout? Donc oui, ça c'est une mesure votée au niveau européen qui est déjà un premier pas, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on appelle, c'est justement à se libérer du plastique et du tout jetable et à éviter autant que possible d'avoir recours à ces bouteilles en plastique. Ça, c'est facile. On peut avoir des gourdes et les remplir assez facilement. Faut-il encore qu'on ait des points d'eau? Et ça, c'est encore une application de la loi qui a été passée. Est-ce que vous faites une différence entre les fameuses lois, donc les politiques publiques, finalement, qu'elles soient françaises ou européennes, et les actions individuelles? Parce qu'autour de nous, on a quand même le sentiment, vous preniez l'exemple des gourdes, que ça, c'est un réflexe qu'on a de plus en plus. Les contenants en verre aussi, qu'on voit un petit peu revenir, ou les achats en vrac, pardon, je trouvais plus le mot. Est-ce qu'au niveau individuel, justement, il y a une prise de conscience, une évolution? Bien sûr, je pense que la population se rend compte aussi des impacts que peut avoir le plastique et essaye d'agir à son niveau par ses gestes du quotidien. Maintenant, je pense qu'aussi, on le voit actuellement dans le contexte de la loi du plomb, le meilleur moyen des citoyens pour agir, c'est aussi d'interpeller les politiques à ce que les lois qu'on a aujourd'hui en France soient appliquées et puis de pousser pour qu'au niveau international, on ait aussi des traités ambitieux. Et ça, on essaye de mobiliser un maximum notre communauté sur nos réseaux via des campagnes d'emails qui sont envoyées aux délégations présentes. Ces lois qui existent déjà et dont vous dites qu'elles ne sont pas suffisamment appliquées, ce sont des bonnes lois sur le papier? Ça va dans le bon sens? Alors, il y a évidemment des dispositions où on n'est pas assez ambitieux. On a des objectifs qu'on ne respecte pas alors qu'ils approchent. On a des objectifs en 2030. Mais oui, c'était un vrai pas en avant, la loi AGEC. On la présente souvent comme un tournant, mais faut-il encore l'appliquer? Et il faut des infrastructures qui accompagnent cela. Vous parliez des points d'eau et qui ne sont pas assez nombreux. Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui du plastique? Est-ce que nous avons les infrastructures suffisantes pour?
Donc, sur un bon nombre d'usages, on peut s'en passer. On a des alternatives qui existent. Vous parliez du réemploi, de la consigne. Il y a aussi des entreprises françaises qui essayent de développer ces solutions, qui sont encore sous-financées. Donc, il y a un vrai enjeu de pouvoir les financer pour qu'elles soient déployées au niveau national. Donc, oui, pour un bon nombre d'usages, il est possible justement de s'affranchir du plastique. Mais concrètement, par exemple, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait enlever qui est en plastique dans notre vie quotidienne et qu'on pourrait échanger par autre chose ? Typiquement, tout ce qui va être lave-vaisselle, jetable, éviter un maximum les plastiques à usage unique. Ce qu'on dit aussi, c'est tout ce qui est textile, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais tout ce qui est textile synthétique, le polyester, c'est fait à partir de plastique. Donc déjà, se tourner vers des matières plus naturelles, c'est un premier pas. C'est un problème de santé majeur, hein. C'est-à-dire que c'est un problème de planète, mais c'est un problème de santé. Les micros et même les nanoplastiques se mettraient un peu partout, y compris dans le cerveau. Et il y a des études qui commencent à sortir montrant le lien entre des maladies comme la maladie d'Alzheimer, les maladies neurodégénératives et l'inflammation qui est générée par le plastique. Et l'inflammation, ça concerne le cerveau, le cœur. Donc c'est vraiment un sujet qu'on est en train d'explorer. C'est difficile de mettre en évidence la causalité, mais on commence à avoir des corrélations extrêmement inquiétantes. Et puis vous nous disiez tout à l'heure le placenta aussi, on retrouve dans le placenta, donc pour les bébés, finalement des traces de plastique. C'est vrai que ça fait un petit peu peur quand on apprend ça. Les initiatives individuelles, on en parle, mais que sont-elles s'il n'y a pas de décision prise au niveau des États ? Vous étiez justement hier à Genève. La pression est grande sur la communauté internationale. On estime d'ailleurs que la consommation de plastique pourrait tripler d'ici 2060. Est-ce que vous sentez qu'au niveau étatique, au niveau européen, il y a une volonté de faire changer les choses ? Tout à fait. Donc, le gros enjeu de ce traité, c'est d'avoir un article où les États s'engageraient à réduire la production mondiale de plastique. C'est un sujet qui est sur la table des négociations depuis plusieurs années maintenant. Au niveau européen, on voit que la France pousse en faveur justement d'une réduction de la production. Nous, ce qu'on alerte, la Commission européenne et le niveau européen, c'est vraiment de ne pas chercher un compromis à tout prix avec ces États pétroliers qui donc voient dans le plastique une manne financière. Et que disent les autres pays ? Parce que nous, en France, on pousse souvent. Mais on n'a pas toujours l'impression d'être suivi par les autres. On a plus de 110 pays qui poussent pour un traité ambitieux, donc des pays latino-américains, des pays du Pacifique, des pays du continent africain qui poussent. Donc on a vraiment une coalition d'États assez diverses. Juste rapidement, vous parlez de réduire la production de plastique. Pourquoi pas simplement le recycler ? Alors, le recyclage, on le présente souvent comme une solution, mais il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a moins de 10% des produits plastiques qui sont recyclés, donc ça reste mineur. Et l'idée, nous, c'est de s'attaquer à la source du problème qui est la production exponentielle et donc déjà la réduire et puis se tourner vers des alternatives existantes comme le réemploi.